Bienvenue tout le monde à cette 7e édition de la Journée internationale de la francophonie. Mes salutations distinguées à la très honorable Michaëlle Jean, chancelière de l'Université d'Ottawa, la doyenne de la Faculté des sciences de la santé, Mme Hélène Perrault, mes collègues du Collège des chaires de recherche sur la francophonie canadienne, chers partenaires et commanditaires, chers étudiants, mesdames et messieurs, bienvenue. C'est en 2004 qu'a été créé le programme des chaires de recherche sur la francophonie canadienne afin de jouer un rôle de chef de file dans le domaine de l'enseignement, de la recherche de haut niveau sur la francophonie au Canada. Depuis, 10 chercheurs ont été nommés titulaires d'une chaire de recherche sur la francophonie canadienne parmi nous aujourd'hui. Alors, Lucie Hott, titulaire de la chaire de recherche sur les cultures et les littératures francophones du Canada. Nathalie Bélanger, titulaire de la chaire de recherche en éducation et francophonie. Joël Beddoes, titulaire de la chaire de recherche sur les pratiques culturelles et la francophonie canadienne. Et Martin Meunier, titulaire de la chaire de recherche Québec, francophonie canadienne et mutations culturelles. Depuis 2008, le Collège des chaires organise cette grande conférence publique pour souligner la Journée internationale de la francophonie. Son succès vient du fait qu'elle est devenue un événement auquel plusieurs unités au sein de l'Université d'Ottawa souhaitent être associées. Ces unités participent au financement de l'activité, ce qui permet au Collège des chaires d'organiser un événement de haut niveau et d'envergure. Cette année, nos partenaires sont le Consortium national de formation en santé, le cabinet du vice-recteur aux études, la Faculté des sciences de la santé, l'École des sciences infirmières, l'Unité de recherche sur l'histoire des soins infirmiers, l'Institut d'études canadiennes et autochtones, Institut des langues officielles et du bilinguisme, la Faculté d'éducation, le Centre de recherche en civilisation canadienne-française et l'Ordre régional des infirmiers et infirmières de l'Outaouais. C'est en toute collégialité, annuellement, qu'un titulaire d'une chaire de recherche sur la francophonie canadienne a l'honneur d'organiser la grande conférence de la Journée internationale de la francophonie. En tant que titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie canadienne en santé, il était important pour moi, aujourd'hui, d'utiliser cette tribune pour convier une spécialiste des défis en matière de santé dans la francophonie et plus spécialement en sciences infirmières. J'invite la très honorable Michaëlle Jean, chancelière de l'Université d'Ottawa, à nous présenter notre conférencière, Madame Salette. Merci infiniment. Madame Salette, Madame Perrault, Monsieur Laurier, où êtes-vous, Monsieur Laurier? Là. Qui est doyen de la faculté d'éducation, Monsieur Prudhomme, Madame Desanges-Loyer, qui est une grande amie de l'Université d'Ottawa, Madame Tifo, chère titulaire de chaire de recherche de la francophonie canadienne de l'Université d'Ottawa, et j'ai nommé Joël Beddoes, bien sûr, Nathalie Bélanger, Lucie Hott, Martin Meunier. Linda Cardinal n'est pas avec nous. Elle est titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques, mais j'en profite quand même pour la féliciter parce qu'elle se verra remettre les insignes de chevalier de l'Ordre des Palmes académiques de la République française demain, lors d'une cérémonie qui se tiendra à la résidence de l'ambassadeur de France au Canada, M. Philippe Zeller. Donc c'est sûr que nous sommes toutes et tous de cœur avec elle et très fiers d'elle. Alors, distingués invités, Mesdames et messieurs, chers amis, en tant que chancelière de l'Université d'Ottawa, c'est bien sûr un immense plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue sur notre campus. Et je vous remercie surtout d'être au rendez-vous à l'invitation du Collège des chaires de recherche sur la francophonie canadienne, qui chaque année, depuis maintenant 7 ans, propose un événement riche de sens pour souligner la Journée internationale de la francophonie.
Le Consortium national de formation en santé est aussi de la partie pour cette édition 2014 et c'est Madame Marie-Claude Tiffaut, professeure de l'École des sciences infirmières de la Faculté des sciences de la santé et titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie canadienne en santé qui est l'hôte de l'événement. Alors, je vais vous demander une chose, je vais vous prier vraiment de vous joindre à moi pour remercier chaleureusement des nombreux efforts investis par cette très belle équipe, de sorte que nous nous retrouvions toutes et tous rassemblés en ce lieu, s'il vous plaît. J'aurai dans un moment le grand plaisir de vous présenter Madame Hélène Salette, qui est la secrétaire générale du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone. Madame Salette a accepté de nous parler du réseau international infirmier de langue française, de son histoire, de la vision qu'il défend et des défis qu'il cherche à relever. Et c'est vraiment un privilège, je dirais, de vous accueillir, Madame Salette, parce qu'avec vous, nous pourrons mesurer une fois encore la valeur des solidarités qui sont à l'œuvre au sein de la francophonie canadienne et internationale. Une université comme la nôtre, évidemment, qui est reconnue pour son engagement en faveur du rayonnement de la langue et de la culture française en Ontario, au Canada et dans le monde, a toujours à cœur, bien sûr, de mettre en relief les forces vives qui font toute la richesse des collectivités francophones et a toujours à cœur, tout particulièrement aussi, de les soutenir. Et c'est d'ailleurs pour répondre aux intérêts et aux besoins de formation, de professionnalisation, de renforcement des compétences et des capacités de ces collectivités que l'Université d'Ottawa offre un si grand éventail de programmes en français, en lien avec la filière dont il sera question aujourd'hui. Je pense notamment à la Faculté des sciences de la santé qui offre des programmes d'audiologie, d'ergothérapie, d'orthophonie, de physiothérapie et de sciences de la nutrition uniquement en français, et ce, bien sûr, pour que les communautés francophones puissent avoir accès à des services de santé de pointe et de qualité en français. La faculté est aussi reconnue pour son excellente école des sciences infirmières qui accueille chaque année 300 nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants au baccalauréat. Alors, je dois vous dire que je suis d'autant plus touchée que nous parlions de cette noble et riche profession que celle d'infirmier et d'infirmière, parce que c'est une profession que ma mère a embrassée pleinement, avec un dévouement, un altruisme et une passion sans limite. Et je vous dis, Madame Salette, ça a été vraiment tout un modèle pour moi de la voir rentrer à la maison. Bon, elle travaillait en psychiatrie à l'époque, mais toujours en ayant toujours très près du cœur et sur son cœur vraiment ses patients pour qui elle avait énormément d'amour et qu'elle servait avec le plus grand dévouement. Et je dirais que vous aussi, Madame Salette, vous êtes de ces femmes et de ces hommes, infirmières et infirmiers, qui sont entièrement dédiés au devoir de soigner, au devoir d'accompagner, d'assister, d'être attentifs aussi, avec des gestes très précis et avec tout le professionnalisme requis, mais aussi avec la plus grande compassion, parce que c'est un métier de compassion. Et comme je vous le disais, Madame Hélène Salette est la secrétaire générale du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone. Vous dites quoi? Le CIDIEF, voilà. Un réseau dont fait partie plus d'1 million d'infirmières et d'infirmiers provenant de 30 pays de la francophonie. C'est impressionnant, ça. Depuis 10 ans, dans le cadre de sa fonction au CIDIEF, Hélène Salette veille au transfert des connaissances, au partage des savoirs infirmiers, et tout ça en français, à la promotion de l'excellence des soins, ainsi qu'à l'avancement et au rayonnement de la profession infirmière dans le monde. Ce rayon d'action est d'une très grande pertinence et c'est vraiment remarquable. Votre feuille de route, Madame Salette, est imposante. Infirmière en périnatalité et en petite enfance, enseignante, clinicienne spécialisée, infirmière conseil et auteure également. Et lors de votre passage au centre hospitalier de La Salle au Québec, vous avez organisé les services à la clinique de grossesse à risque élevé,
et vous avez mis en place aussi l'équipe d'infirmières conseil en allaitement et vous avez implanté les suivis systématiques en périnatalité. C'est bien d'accompagner la vie comme ça. Ma fille qui va être obstétricienne serait ravie de vous entendre. Bon, malheureusement, elle n'est pas là maintenant, mais j'ai l'habitude de partager avec elle ce que j'entends et ce que j'apprends. Alors, on s'est rencontrés déjà. Alors que j'étais gouverneur général du Canada, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer à la clinique Ngaliema, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'était en 2010, où Madame Salette dirigeait le programme de renforcement des compétences des infirmières accoucheuses, financé par l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI. Et ce projet était mené dans un pays quand même très agité par de nombreux conflits et il a été fort apprécié tant par les autorités locales en RDC que par le gouvernement canadien. Alors je sais que vous mettez vraiment tout en œuvre pour qu'infirmières et infirmiers puissent contribuer avec d'autres professionnels à favoriser l'accès aux soins et à relever les grands défis en matière de santé dans le monde. Et l'an dernier, Madame Salette s'est vue décerner le prix Florence 2013 de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec dans la catégorie Rayonnement international. Madame Salette, nous sommes impatients de vous entendre. À vous la parole. Merci. Madame la chancelière, la très honorable Michaëlle Jean, distingués invités, mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Alors, j'aimerais vous dire, Madame Jean, merci d'avoir exagéré. Je suis presque surprise de la présentation qui a été faite sur moi. Merci beaucoup. Si ma mère était ici, elle vous aurait cru. Alors, d'entrée de jeu, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée, de cette conférence en ce 20 mars, Journée internationale de la francophonie. Et plus particulièrement, merci Madame Marie-Claude Tifo. Merci Madame pour cette invitation. Merci de me donner cette occasion et cette opportunité de m'adresser à votre auditoire pour vous présenter le secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone, qu'on dira tout au long de la présentation, le CDF. Alors, je vous propose... Ah, c'est moi qui la... Attendez une minute. Est-ce que c'est moi qui ai le contrôle? Non, juste un instant. Ah, OK, parce que là, je me disais que je n'avais pas préparé ces diapos, donc... Non, on me dit d'attendre une minute. Vous êtes beaucoup trop humble. Il n'y a rien d'exagéré. Mais on ne le réalise peut-être pas en cours de route. Alors... Bon, bien écoutez, je vais quand même commencer à vous... Ah, les voilà. Alors... Je vous propose ma présentation pour l'heure qui suit en deux temps. Alors, la première partie, tout d'abord, je vous ferai un aperçu du contexte mondial dans lequel le CDF s'est enraciné. Alors, on regardera la mondialisation, ses défis et ses opportunités pour la communauté francophone mondiale. En fait, je ne suis pas une spécialiste de la francophonie. C'est plutôt notre lecture du contexte ou notre compréhension des enjeux et des défis qu'apporte la mondialisation. Et dans un deuxième temps, on parlera davantage de l'illustration de ce que une organisation de la société civile peut apporter à la francophonie. Alors, il me fera plaisir de vous présenter les réalisations du CDF et ses contributions auprès de la communauté infirmière francophone. Alors, en toute démocratie, j'espère que ça vous convient, mais il n'y a pas possibilité de changer le programme. Alors, est-ce que je dois... Alors, pourquoi avoir créé un organisme international francophone? Pourquoi le CDF? Alors, on dit que la vitalité d'une profession repose en grande partie sur les organismes qui la représentent. Alors, dès 1998, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et la Haute École de la santé La Source de Lausanne en Suisse
ont décidé de mettre en commun leurs énergies et leurs ressources pour créer un espace d'échange, un lieu de rencontre pour l'ensemble des infirmières et infirmiers de la francophonie. En fait, ils étaient déjà préoccupés par le décalage de la formation des infirmières francophones avec le reste du monde, plus particulièrement avec les pays anglo-saxons, de même que l'hétérogénéité des programmes de formation à l'intérieur même de la francophonie. Ils étaient aussi préoccupés par l'impact de la mondialisation sur la santé et sur la pratique ou l'évolution des pratiques professionnelles infirmières, et surtout par l'importance de créer un lieu où il était possible pour les chercheurs et les cliniciens infirmiers d'échanger leur expérience et leurs résultats de recherche. Parallèlement aux réflexions de l'Ordre et de l'École La Source, et de façon concomitante, je dirais, des infirmières de différents pays de la francophonie, donc du Québec, d'Europe, du Liban et certains pays d'Afrique francophone, alors des professeurs, des chercheurs, des gestionnaires, des cliniciens qui étaient déjà engagés dans des relations ponctuelles, commençaient à exprimer de plus en plus leur désir d'avoir un lieu réel d'échange pour diffuser leurs connaissances et leur savoir. En fait, ce besoin-là s'est exprimé de manière plus particulière après le congrès international organisé par le Conseil international des infirmières en 1997 à Vancouver. Alors, il y a des infirmières francophones qui se sont ramassées dans ce congrès et lorsqu'elles faisaient leur présentation, elles étaient presque devant des salles vides, et ce qui leur a amené à réaliser à quel point il était urgent d'avoir un réel lieu où on pouvait échanger, avoir un impact réel sur le développement des pratiques. Alors, je dirais que la rencontre de ces réflexions et ces désirs ont amené, sous l'impulsion de Ghislaine Desrosiers, qui était alors la présidente de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, à la création du CIDIEF. Alors, vous l'avez compris, le CIDIEF est cofondé par l'Ordre et par la Haute École de santé La Source de Lausanne. Et il a été lancé il y a maintenant 14 ans, jour pour jour, un 20 mars à Montréal. On lançait le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone. Alors, constituer une communauté infirmière de langue française, de créer un réseau à partir de zéro, était un projet fort ambitieux, voire une utopie, mais qui était vraiment motivé par une nécessité réelle à l'heure de la mondialisation. Déjà dans le texte constitutif du CIDIEF, dans son règlement, dans les premiers paragraphes, on peut lire que cet espace est créé pour consolider la communauté infirmière francophone dans la définition de politiques de santé et dans le développement de normes de qualité en soins infirmiers en vue de contribuer à l'accessibilité des populations aux soins infirmiers et aux services de santé. Alors déjà, outre la création d'un lieu d'échange et de rencontre, on comprend que ce choix est aussi celui de donner aux infirmières et aux infirmiers francophones une voix face aux nouveaux enjeux sanitaires, organisationnels et professionnels posés par la mondialisation, sachant bien que la francophonie s'inscrivait au cœur même de la mondialisation. Alors, les infirmières et les infirmiers de la francophonie se sont dotés d'un réseau. C'est un réseau qui est créé par les infirmières, pour les infirmières, et les infirmières souhaitaient se doter d'une organisation mondiale forte et dynamique. Le CIDIEF est donc aujourd'hui un réseau mondial en soins infirmiers, résolument tourné vers les grands enjeux socio-sanitaires du monde. C'est un lieu d'échange et de réflexion afin de se donner une vision commune et cohérente du rôle de la pratique infirmière dans une ère de mondialisation, de mutation technologique, de transformation des systèmes de santé partout dans le monde. C'est aussi pour favoriser des perspectives d'action solidaire visant l'amélioration de la santé des populations. Et c'est aussi pour contribuer à sa façon à la consolidation de la langue française dans le monde et de bénéficier de l'expérience d'infirmières et d'infirmiers d'autres cultures. Alors, ceci va m'amener à vous parler davantage du choix stratégique du CIDIEF de s'enraciner au sein de la francophonie. Alors, peut-être quelques rappels historiques sur la francophonie institutionnelle. Je ne suis pas une spécialiste. Il y a des gens qui veulent compléter l'information, ça me fera plaisir. Ça sera bien accueilli et pour le bénéfice de chacun. Excusez-moi, je suis allée trop vite. Bon. Alors, dès l'après-Seconde Guerre mondiale, donc dès l'après-guerre, les locuteurs de français se sentent déjà menacés par l'omniprésence de l'anglais et son influence de plus en plus pressante sur les cultures anglo-américaines. Déjà, les pères fondateurs de cette future francophonie, notamment Sangar,
qui est un Sénégalais, avance l'idée de la création d'une communauté internationale de langue française. Il ressentait le besoin, voire l'urgence, de créer des alliances avec d'autres communautés francophones. Il souhaitait s'unir pour défendre certaines spécificités de la langue française qui la font plus précise que l'anglais et une éventuelle exception culturelle francophone. Alors, je m'explique. Pour eux, la langue française est une richesse pour l'humanité. C'est une langue qui permet de bien préciser les concepts. C'est une langue qui est riche. Il faut comprendre ici qu'ils souhaitaient une reconnaissance spécifique de la langue et de la culture française. Il s'agissait déjà d'une première revendication de la protection du statut de langue internationale du français devant l'anglicisme montant. C'est un peu embêtant, attendez. La création d'une communauté de langue, alors déjà, cette idée s'est largement exprimée lors de la première conférence des États francophones de Niamey au Niger en 1969. Alors, c'est Senghor qui nous a expliqué que la création d'une communauté de langue française sera peut-être la première du genre dans l'histoire moderne. Elle exprime le besoin de notre époque où l'homme, menacé par les progrès scientifiques dont il est l'auteur, veut construire un nouvel humanisme qui soit en même temps à sa propre mesure et à celle du cosmos. Alors, on sent déjà ici la volonté des pays francophones, surtout des pays d'Afrique francophone, de s'inscrire dans le développement. On voulait à tout prix éviter d'être exclus de l'accès aux connaissances à cause de la langue française. La francophonie est en quelque sorte un instrument de coopération. Cette communauté de langue française consistait donc à mettre à profit le français au service de la solidarité, du développement et du rapprochement des peuples par le dialogue permanent entre les civilisations. Et donc, née au lendemain de cette première conférence des États francophones, la francophonie institutionnelle. Donc, en 1970, apparaît l'Agence de coopération culturelle et technique. Cette nouvelle organisation intergouvernementale a été fondée autour du partage d'une langue commune, le français, chargée de promouvoir et de diffuser les cultures de ses membres et d'intensifier la coopération culturelle et technique entre eux. Le projet francophone, la francophonie, n'a pas cessé d'évoluer depuis la création de l'Agence de coopération. Elle est devenue en 1998 l'Agence intergouvernementale de la francophonie, et elle a fait place en 2005 à l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, on réalise que la francophonie a assumé de nouvelles dimensions politiques, alors un rôle politique de plus en plus important, des concertations politiques au plus haut niveau qui ont progressivement renforcé la place de la francophonie sur la scène internationale, élargi son champ d'action. Donc, il a fallu améliorer les structures et son fonctionnement au fil des ans. L'OIF, aujourd'hui, compte 57 membres de plein droit, 3 pays associés et 20 pays observateurs. L'OIF collabore en priorité avec ses 4 opérateurs directs, qui sont l'Agence universitaire de la francophonie, la chaîne internationale de télévision TV5 Monde, l'Association internationale des maires francophones et l'Université Senghor d'Alexandrie. Alors, c'est avec ces opérateurs que le CIDIF mène ses actions et ses activités politiques et de coopération. Les missions de l'OIF, il y en a 4. La mission A, promouvoir la langue française, la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix et la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, développer la coopération au service du développement durable et de la solidarité. Alors, c'est pas innocent pourquoi la mission C est en gras. Alors, le CIDIF est doté du statut consultatif auprès des instances de l'OIF pour cette mission. Je vous explique ce que ça veut dire. Alors, l'OIF a associé la société civile en donnant un rôle consultatif à 63 associations, dont le CIDIF, qui est accrédité dans différents domaines. Donc, nous, pour la mission C, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Le CIDIF est également membre donc, de la conférence des OING. Il est également membre du réseau des associations professionnelles francophones qui est créé sous l'égide de l'OIF. Il est également un partenaire de l'Agence universitaire de la francophonie. Alors, tout ça, c'est pour vous expliquer à quel point il y avait une volonté du CIDIF et de son conseil d'administration d'être partie prenante de la communauté francophone internationale.
Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus l'impact de la mondialisation sur la francophonie. Je m'excuse, c'est que j'ai perdu quelques pages. Bon. Alors, je vais être obligée de me lire parce que j'ai perdu mes pages de... Alors, le contexte général de la mondialisation, la francophonie est traversée par des mutations engendrées par la mondialisation. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est l'ouverture des économies nationales sur un marché devenu planétaire qui accentue la déréglementation, la libéralisation des échanges, la délocalisation des activités, fluidité des mouvements financiers, développement des moyens de transport, des télécommunications. Alors, c'est presque le bulletin du téléjournal, c'est des choses que vous connaissez déjà très certainement. Alors, dans ce contexte, les organisations internationales sont de plus en plus nécessaires. Et c'est Abdou Diouf qui nous dit qu'il faut bien comprendre que les organisations internationales, si imparfaites soient-elles, demeurent les mieux à même et les seules en l'état actuel des choses à pouvoir gérer et encadrer notre interdépendance croissante, tant en termes de coordination que de négociation que d'institutionnalisation. Alors, on réalise que la mondialisation accentue le besoin ressenti déjà, après la Deuxième Guerre mondiale, de consolider des alliances avec d'autres communautés. Pardon. Dans le même ordre d'idée, Jean-Louis Roy nous dit qu'aucun pays francophone ne peut relever seul les défis posés par la mondialisation culturelle et linguistique et la formidable compétition qui se déploiera dans les décennies à venir. Déjà en 1992, le grand historien Alain Decaux, alors ministre de la francophonie, avait reconnu que la francophonie est devenue le principal espoir de notre langue, peut-être le seul. Alors, on va regarder de manière peut-être un peu plus particulière certains impacts de la mondialisation qui sont plus significatifs pour la francophonie. Alors, tout le monde le sait, la mondialisation a consacré la prédominance de l'anglais dans les échanges. Alors, Claude Agege, qui est un linguiste, dans son livre « Contre la pensée unique », nous disait que même si l'hégémonie américaine est en recul, jamais la pression de l'anglais n'a été aussi forte depuis le début de la mondialisation. Alors, la mondialisation s'accompagne donc de la domination de la culture et de la langue anglo-américaine. Cette influence de la langue anglaise se fait ressentir dans tous les domaines d'action humaine, qu'on parle de l'économie, financier, scientifique, informatique et même dans le divertissement, pensons à la musique ou au cinéma. Par exemple, l'anglais se manifeste avec beaucoup d'acuité sur Internet, qui est l'outil de prédilection pour la mise en réseau, pour les échanges de savoirs et de connaissances à l'ère du numérique. En 1996, on disait déjà que l'anglais était largement présent sur Internet, avec 75% des pages web. Toutefois, il y a un rapport de l'UNESCO en 2003 qui nous dit qu'on observait une légère diversification des contenus web, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour que le français soit bien présent sur le web. Alors, la domination d'un anglais mêlant influence américaine et britannique est telle que certains auteurs, y compris des auteurs du monde anglo-saxon, n'hésitent pas à parler d'impérialisme linguistique. La langue anglaise est devenue un vecteur de mondialisation libérale. Et elle s'étend partout, même jusque dans les institutions européennes, alors et particulièrement à la Commission européenne. Alors, depuis l'élargissement de l'Union européenne en 1995, l'usage de l'anglais a largement dépassé celui du français dans les institutions, et ce, dans toutes les sphères de son activité. Dans un tel contexte, Abdou Diouf positionne la langue française comme le moyen et la fin. Le moyen, nous dit-il, c'est le moyen de nous rencontrer, de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre, le moyen d'exprimer notre solidarité. La fin, par cette volonté partagée au sein de la francophonie de promouvoir un projet de société alternatif à l'échelle du monde, fondé sur les principes de démocratie, de paix, de développement durable, sur une vision de l'homme et du monde, sur des valeurs inhérentes à la langue que nous avons en partage. Alors, un moyen, c'est la langue prend tout son sens et toute son importance. Elle permet de créer des lieux de rencontre et de faire rayonner la langue française. Une fin pour construire des sociétés plus justes,
plus équitable, un contrepoids aux seules règles économiques dont l'impérialisme anglais fait partie. Jean-Louis Roy nous disait que la bataille pour le statut international des langues est fortement engagée au plan politique comme un élément majeur de la prétention à occuper une position de puissance. Il est donc important de protéger le statut international de la langue française et les bénéfices sont nombreux, par exemple au niveau du commerce des produits culturels, linguistiques, scientifiques, technologiques, mise en réseau de la recherche et du développement. Un autre impact important que j'aimerais discuter avec vous, vous présenter, c'est la diversité culturelle et le statut international de la langue française qui est menacé par la recomposition de l'espace culturel mondial. Dès 1962, Léopold Senghor disait « Le français, langue de culture ». Dans le contexte actuel, cette citation de Senghor est plus percutante que jamais, car la recomposition de l'espace culturel mondial est une menace même de la place du français comme langue internationale. La diversité culturelle est au cœur même de la notion de la francophonie. Avec l'accélération de la mondialisation, l'espace culturel se modifie rapidement. L'entrée de l'anglais au sein des communautés mondiales, amenant un nouveau contexte de marché économique, impose donc de nouvelles stratégies pour maintenir le statut de langue internationale et de culture francophone. La menace est de plus en plus pressante. En d'autres mots, la place de la diversité culturelle dans un contexte d'anglicisation est donc, pour la francophonie, une stratégie de protection de la culture et de la langue française, une protection de notre héritage commun. Jean-Louis Roy dit que l'espace culturel mondial est de plus en plus encombré, multiethnique, multiculturel et multilingue. Reflet et agent de la pluralité du monde. La francophonie y trouve sa justification. Aucun pays ne pouvant seul maintenir et conforter les héritages culturels et linguistiques. La francophonie, dans ce nouveau contexte, revêt une importance capitale. Elle devient paradoxalement un ensemble ouvert et pluriel, moyen d'accès à la modernité, un outil de communication, de réflexion et de création qui favorise l'échange d'expériences. Je vais vous donner un exemple peut-être un peu plus concret pour vous expliquer l'importance de la francophonie dans un contexte de mondialisation. Je vais prendre l'exemple de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette convention? Elle réaffirme le droit souverain des États de conserver, d'adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu'ils jugent appropriées pour la protection et promotion des expressions culturelles sur leur territoire, ce qui permet aux pays signataires d'élaborer des politiques autonomes de soutien au patrimoine culturel et à la création artistique. Alors, il faut comprendre que cela, c'est se donner des moyens comme la défiscalisation, des subventions, des mesures réglementaires, pour échapper au droit commun du commerce international. Alors, l'OIF a joué un rôle déterminant dans l'adoption de cette convention-là. Ils ont travaillé très fort pour qu'elle puisse être ratifiée et 60 pays ont d'ailleurs signé ou ratifié l'accord. Toutefois, sous les pressions économiques, sur les pressions économiques, des pays acceptent de signer des accords bilatéraux avec les États-Unis. Et ça les amène à reculer sur la protection de leur production culturelle. Je vais vous donner un exemple. Parfois, c'est de renoncer à des quotas de films de production nationale au profit dans les salles de cinéma de films produits par les Américains. Alors, non seulement la protection de la diversité culturelle demeure un enjeu planétaire, mais des experts considèrent que la diversité linguistique n'est pas visée par l'accord de l'UNESCO et que la protection de la langue nationale dans les transactions commerciales internes à des pays serait grandement menacée. Alors, le CIDIEF aussi a une petite contribution dans ce dossier-là. On avait été informé lors de différentes rencontres à l'OIF de la fragilité de la Convention. Alors, le CIDIEF a souhaité exprimer sa solidarité à la francophonie face à l'impérialisme anglais. Alors, le conseil d'administration a adopté, on était en 2008, donc à la veille du sommet de Québec, une prise de position sur la protection de la langue française et de la diversité. Le Conseil considérait que le sommet était l'occasion d'interpeller l'OIF et les gouvernements participants pour qu'ils soient plus actifs encore dans leurs actions pour promouvoir l'usage de la langue française et obtenir une certaine protection de la diversité culturelle.
Alors, je vous vois un peu sourire. C'est un geste qui est modeste, oui. Peut-être pour certains, une goutte d'eau dans un océan. Mais il ne faut jamais oublier qu'un battement d'aile d'un papillon au Mexique peut créer un tsunami en Asie, par exemple. Alors, il faut plutôt voir ce geste-là comme un geste de solidarité, une manifestation de l'engagement sociétal des infirmières, mais surtout, c'est un geste pour accroître la conscience des infirmières de leur appartenance à la francophonie mondiale. C'est ce que ça veut dire donner une voix politique aux infirmières et aux infirmiers. Enfin, selon la conception de l'Ordre des du secrétariat international. Excusez-moi le lapsus. Un autre impact qui serait important de regarder, c'est le nouvel espace d'action pour la société civile que la mondialisation a apporté. Alors, les enjeux qui façonnent les organisations locales, régionales ou nationales se voient de plus en plus internationalisés, qu'ils soient économiques, sociaux, culturels ou environnementaux. Par exemple, dans le domaine des services, dans les services professionnels, la circulation des capitaux, des biens et des personnes fait émerger une tendance à l'uniformisation des normes de qualité, qui ont des conséquences directes sur la formation et la pratique professionnelle. Et ça l'interpelle fortement la profession infirmière. Je vais vous donner 2 exemples. D'abord, les accords de reconnaissance mutuelle, les ARM, qui ont été signés entre la France et le Québec. Alors, en 2008, le Québec et la France ont conclu une entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et, selon les données du Québec, près de 80 professions ou métiers ont signé un accord dans le cadre de cette entente. Pour les infirmières, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a également signé une entente de reconnaissance avec l'Ordre national infirmier de France. Alors, les infirmiers, ce que ça veut dire en d'autres mots, c'est qu'il y a eu une étude de l'équivalence de formation, s'assurer que les compétences minimales requises pour exercer dans les 2 pays étaient couvertes par la formation. Alors, ce que ça a donné, c'est que les infirmières de France qui sont maintenant passées au processus LMD, donc le L, la licence, le baccalauréat pour nous ici, est reconnu au Québec. Donc, c'est une formation qui rencontre les besoins de compétences des infirmières au Québec. Les infirmières de France peuvent venir travailler au Québec sans passer l'examen d'entrée, peut-être avec un certain stage d'adaptation ou d'intégration, mais elles sont reconnues avec une formation de niveau universitaire. Pour les infirmières du Québec, seules les infirmières formées à l'université, donc qui détiennent un baccalauréat, ont été reconnues comme ayant une formation qui rencontrait les objectifs ou enfin les normes françaises. Pour les infirmières formées au collégial, au niveau du cégep, il y avait un décalage qui était au-delà de 2000 heures, donc ils ne sont pas inclus dans l'entente des ARM. Ça, c'est quand même assez important, cette entente-là, parce que je vous ai mis dans votre pochette le dernier bulletin Savoir-Inf. Ghislaine Desrosiers, qui est la présidente du CIDIEF, est allée donner une conférence sur l'expérience des infirmières dans le cadre des ARM. Vous pourrez le regarder plus en détail. Mais lors de cette conférence, Jean-François Lisée, qui est le ministre de l'immigration et de la francophonie au Québec, des relations internationales et de la francophonie au Québec, nous a fait part de la volonté du Québec d'ouvrir ces arrangements-là avec d'autres pays de la francophonie. Alors, quand on parle de pays de la francophonie, on parle des pays du Maghreb et de l'Afrique francophone. Donc, ça devient très important de normaliser les conditions d'entrée à la profession. C'est important que les professions, que l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, par exemple, et les autres organisations infirmières, décident du niveau de formation afin de protéger la qualité et la sécurité des soins. Un autre exemple, la Commission européenne avec les accords de Bologne. Alors, peut-être les gens de l'université connaissaient déjà le processus de Bologne. C'est un processus de rapprochement des systèmes d'enseignement supérieur en Europe qui a été amorcé en 1999, mais qui, en 2010, a amené à la création de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Alors, qu'est-ce que ce processus vise à faire? C'est de placer les systèmes nationaux diversifiés dans un cadre commun fondé sur plusieurs critères, dont la mise en place d'une structure en 3 cycles d'études supérieures, le fameux LMD, licence, maîtrise, doctorat. Alors, dans ce contexte-là, la formation des infirmières est passée aux licences, master et doctorat. Alors, tout le monde avait applaudi cette nouvelle. Donc, ça permet de normaliser la formation des infirmières dans tous les pays de la communauté européenne. Donc, ça favorise la mobilité des professionnels. Toutefois, rien n'est jamais acquis. Il faut toujours rester vigilant et conscient des enjeux sur le terrain.
Alors, l'Allemagne, eux, n'ont jamais tellement aimé cette nouvelle règle de rehaussement de la formation des infirmières. Et comme ils sont assez influents et déterminants sur le Parlement européen, en décembre 2012, ils ont souhaité revoir la norme et diminuer, redescendre, si je peux dire, le niveau de formation des infirmières et les amener à un niveau post-secondaire. Alors, le CIDIEF avait été saisi de cette situation-là et tout de suite, par une lettre officielle à la Commission européenne, avait manifesté son inquiétude face à ce recul sur la formation des infirmières, surtout dans un contexte de mobilité des professionnels. Le CIDIEF a travaillé de concert avec les associations infirmières d'Europe pour vraiment manifester leur souhait de maintenir la formation au niveau LMD. Ce n'est pas encore tout à fait gagné, mais quand même, on est vigilant sur le dossier. Alors, tout ça pour vous dire à quel point il est important de s'intéresser à l'environnement mondial et le contexte dans lequel nos professions évoluent. Toujours sur le nouvel espace d'action pour la société civile, l'accès à l'information, aux connaissances, aux échanges grâce aux technologies de l'information crée des conditions de mise en réseau et un potentiel d'intervention à l'échelle mondiale, des possibilités qui étaient encore insoupçonnées il y a 50 ans. Et le CIDIEF, lui, s'est vraiment saisi de l'ouverture des possibilités des nouvelles technologies pour créer, consolider et animer son réseau mondial. Et peut-être pour un peu l'anecdote historique, l'Ordre des infirmières avait, en 1998, lancé le projet de l'infirmière virtuelle en téléconsultation. Alors, c'était un site Internet qui voulait amener, en fait, on était en plein virage ambulatoire, donc dans les soins périopératoires, et l'Ordre avait deux objectifs. Il voulait que les infirmières ne soient pas laissées pour compte et s'approprient les nouvelles technologies, donc on voulait développer le télésoin, la télésanté. Donc, c'est un site vraiment qui était dédié complètement à l'éducation à la santé pour les patients et les familles dans un contexte de soins périopératoires. Donc, le site visait à la vulgarisation de contenus scientifiques et le rendre disponible pour que les gens puissent se sentir à l'aise, pouvoir consulter le site 24 heures sur 24 pour être capable de gérer ses soins à la maison. Et le contenu avait été validé par l'ensemble des CHU et des centres hospitaliers de tout le Québec pour s'assurer que ce qui était sur le site était vraiment reconnu et accepté par l'ensemble des intervenants. L'autre objectif, c'était aussi d'avoir du contenu français de soins infirmiers de qualité sur Internet. Alors, le site a vraiment remporté un succès, et même un succès qu'on n'avait pas tout à fait appréhendé à ce moment-là. C'est que, bien entendu, la population avait consulté le site, mais bien au-delà, les infirmières, les infirmiers et des écoles, par exemple des cégeps et des universités, se sont intéressés à ce projet-là. Et j'étais la responsable du projet, et j'ai même accueilli des étudiants stagiaires du baccalauréat de la Faculté des sciences infirmières qui venaient faire un peu un apprentissage de comment faire de l'éducation à la santé à travers ce nouveau médium-là. Mais il y a eu un autre impact qu'on n'avait pas vraiment appréhendé au départ, c'est que là, on s'est mis à avoir des appels, des demandes de l'ensemble des infirmières de la communauté francophone mondiale. Donc, la France, la Belgique, la Suisse, le Liban se sont mis à téléphoner à l'Ordre des infirmières pour avoir, ou enfin peut-être plus d'envoyer des courriels, pour savoir s'ils pouvaient utiliser le contenu, comment ils pouvaient l'utiliser, y avait-il des droits. On voyait déjà qu'il y avait une possibilité de mise en réseau qu'on n'avait pas soupçonné à ce moment-là. Alors, l'Ordre, excité par le succès du projet, a même développé un nouveau projet qui était des communautés virtuelles de pratique. Donc là, on était sur le télésoin. Et les communautés virtuelles de pratique, c'était dans le domaine de la santé du cœur. Des infirmières cliniciennes spécialisées se réunissaient pour échanger des savoirs et des contenus. Alors là, c'était pour utiliser la technologie pour un peu la diffusion des savoirs. Alors, ces deux projets-là ont été vraiment un des éléments où ça a rivé le clou auprès de l'Ordre pour pouvoir créer le CIDIEF, parce qu'on avait vu que grâce aux nouvelles technologies, la mise en réseau était possible. Alors, en somme, le nouvel espace d'action pour la société civile. Alors, la contribution de la société civile au renforcement du positionnement international de la langue française, de même que son implication dans l'aspiration de la francophonie à contribuer au développement d'un ordre mondial démocratique, équitable, sain et respectueux des différentes cultures, peuvent de plus en plus facilement être assumées par les organisations ou les associations locales et nationales. En d'autres mots,
Aux côtés de l'action des gouvernements qui composent l'Organisation internationale de la francophonie, les organisations publiques et privées constituent les points d'ancrage de la francophonie, en ce sens qu'ils sont des vecteurs de la langue et les artisans des objectifs sur le terrain. Arrivons maintenant peut-être à ce qui nous intéresse le plus, la mondialisation et son impact sur la santé. Alors, la mondialisation a une incidence sur plusieurs éléments et c'est très important de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Pour la profession infirmière, il est important de comprendre les défis qu'elle doit relever, les effets de ces variables sur la santé des populations, leurs répercussions directes sur les politiques de santé, l'organisation des soins, les programmes de formation. Alors, on sait tous que la mondialisation a une incidence sur l'épidémiologie des maladies, alors qu'on pense au VIH-Sida, la crise du SRAS, la grippe H1N1, par exemple. Même si les épidémies ont toujours existé, la rapidité de la transmission internationale est aujourd'hui phénoménale. Tous les pays doivent maintenant déclarer les épidémies en force sur leur territoire. Il y a même des observatoires internationaux qui assurent une veille sur ces problématiques-là. La mondialisation a également une influence sur la migration et la mobilité des gens. On a parlé de la mobilité des professionnels, mais il y a aussi la mobilité des populations. Alors, de plus en plus aujourd'hui, on parle des soins culturellement compétents et de son incidence sur la sécurité des soins. C'est même une des compétences des soins infirmiers. Le financement des soins de santé, alors le fait que les économies nationales soient de plus en plus interconnectées a des répercussions importantes sur la santé et les systèmes de santé. On peut même craindre que les crises économiques mondiales viennent accentuer les inégalités entre les peuples face à la santé. Je vais y revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure. L'information et la télécommunication, on en a déjà discuté précédemment. Tous veulent profiter des avantages des connaissances et en principe, les nouvelles technologies nous donnent accès à ces connaissances. Je dis en principe parce qu'il faut se rappeler des fractures, la fracture des technologies, donc l'écart entre le Nord et le Sud. On sait que souvent les pays du Sud ont peu d'accès aux nouvelles technologies. Et ça a un impact sur la société civile, on en a parlé tout à l'heure, et même sur les lois de la santé. Alors, je parlais des épidémies. Aujourd'hui, les pays sont obligés de déclarer les épidémies sur leur territoire. S'ils ne le font pas, ils peuvent même être déclarés des voyous. Un autre exemple que je pourrais vous donner d'impact sur les lois de la santé, au Québec, par exemple, il y a quelques années, on a revu le champ d'exercice, on appelait ça la loi 90, et pour être capable de modifier la loi, l'Ordre des infirmières, qui est responsable de cette loi-là, a dû faire une vigie sur l'ensemble de la situation de la pratique infirmière dans le monde pour s'assurer que la définition des soins infirmiers dans la loi 90, donc sur la loi sur les infirmières et les infirmiers, était conforme aux grandes normes internationales. Donc, le principe, c'est qu'on ne peut plus vivre en vase clos. L'interdépendance des peuples, des sociétés est inéluctable, elle s'accentue de plus en plus. Il est important de travailler avec cette vision d'ensemble dans toutes nos sphères d'activité. Alors, l'OMS nous rappelle que les effets de la mondialisation ne seront optimisés que lorsque l'amélioration de la santé et du bien-être des populations sera devenu un objectif central dans l'élaboration des politiques économiques nationales et dans la conception et la gestion des systèmes économiques internationaux. Alors, l'iniquité dans l'accès aux soins, si dans l'ensemble le monde paraît s'enrichir, le problème de la pauvreté absolue augmente et 70% des personnes les plus touchées sont des femmes. Alors, quelques chiffres. Les pays à faible ou moyen revenu ne représentent que 8% du revenu mondial et 11% des dépenses mondiales de santé, 4% du PIB de ces pays. 84% de la population mondiale vit dans ces pays et leur population supporte 93% de l'ensemble de la morbidité. Alors, ces pays font face à des problèmes complexes pour consacrer un financement adéquat à la santé, satisfaire les besoins sanitaires et faire en sorte que leurs ressources soient employées avec discernement de manière juste et équitable. L'objectif de réduire les inégalités de la santé des peuples et le plan du millénaire pour le développement adopté par l'ONU tarde malheureusement à se concrétiser par les investissements nécessaires. On a espéré que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui a été créé en 2013 et dont on a promis 12 milliards de dollars, puisse permettre une intervention plus costaude pour enrayer ces maladies,
pour lesquels près de 90% des populations consultent. Et ça, c'est selon Michel Kazatskine, qui est le premier directeur de ce fonds de lutte et qui est un envoyé spécial de l'ONU. J'aimerais aussi rappeler que l'aide internationale qui est consentie par les gouvernements des pays nantis est essentielle, c'est certain. Toutefois, il ne faut pas oublier que dans tous les pays, il y a des exclus et les pauvres existent dans toutes les sociétés, si riches soient-elles. La déclaration d'Alma Ata, il y a 35 ans. Alors, Alma Ata, c'était la déclaration pour les soins de santé primaire. Tous les pays membres de l'OMS ont été invités à baser leurs pratiques et leurs politiques de santé sur les soins de santé primaire, de manière à mettre en place un système orienté vers la communauté et à assurer l'équité dans l'accès aux soins pour l'ensemble de leur population. Dans cette perspective, plusieurs pays d'Afrique francophone ont entrepris une réforme de leur système de santé. Alors, ils ont redéfini leurs orientations politiques en matière de santé, élaboré des scénarios de développement et engagé une décentralisation des structures administratives qui permettaient un transfert de responsabilités de santé vers les communautés locales. Pourquoi l'échec de la réforme des soins de santé primaire? Alors, on est obligé de constater que les efforts qui ont été investis n'ont pas rejoint l'objectif visé et n'ont pas contribué à l'amélioration mesurable de la santé. Alors, les stratégies de réforme ont omis notamment de prendre en compte la valorisation et la formation des professionnels, déjà trop peu nombreux pour assurer les soins de première ligne, soins qui sont au centre de la réforme des soins de santé. On a assisté à des pratiques de gestion et des mises en œuvre qui étaient peu efficaces, sans parler de l'instabilité politique et les fragilités des économies nationales, qui sont autant de facteurs qui contribuent à expliquer le succès partiel de la réforme qui a été entreprise. L'absence de révision des champs d'exercice des professionnels. Alors, si on faisait une délocalisation des soins vers la communauté, souvent l'infirmière était seule, responsable d'un poste de santé, sans formation, isolée et sans revision des champs d'exercice. Et c'est assez difficile d'assumer le mandat qu'on leur avait confié. Mais même si on parle beaucoup des pays du Sud, rappelons quand même que l'Organisation de la coopération et de développement économique a publié un rapport, et dans ce rapport, il disait que qu'il considérait que le transfert de responsabilité entre médecins et infirmières comme facteur d'amélioration et de productivité des services était essentiel. Une redéfinition efficiente des territoires et un redéploiement des compétences infirmières s'imposent. Alors, il faut que la profession infirmière, ici comme ailleurs dans le monde, évolue du rôle d'assistant médical à celui d'agent de santé publique. Alors, ceci va nous amener à parler du besoin de formation des infirmières et infirmiers francophones. Alors, dans les pays de la francophonie, la profession infirmière se développe à un rythme différent des pays anglo-saxons. Nous, dans les pays de ex-colonies françaises, on a hérité d'un héritage français, donc avec un modèle de formation française. Tandis que dans les pays anglo-saxons, même les pays d'Afrique anglophone, ils ont un héritage plus britannique et ils ont depuis déjà quelques années accès à la formation universitaire, ce qui n'est pas le cas pour les pays d'Afrique francophone, par exemple. Encore aujourd'hui, peu de pays francophones offrent une formation de niveau universitaire comparativement aux pays anglo-saxons. Alors là-dessus, le CIDIEF avait commandé une étude. En fait, je vais en profiter pour saluer mon ami M. Coffey, qui est un étudiant ici au doctorat. Alors, en 2006, lors de notre congrès mondial à Québec, M. Coffey nous avait déjà fait part à l'Assemblée générale de son inquiétude, et pas seulement M. Coffey, mais il était le porte-parole d'un regroupement d'infirmiers d'Afrique, sur l'importance de se pencher de façon plus urgente sur la formation des infirmières et infirmiers en Afrique francophone et le décalage qui se creusait de plus en plus entre le Nord et le Sud. Alors, suite à cette recommandation, le CIDIEF avait commandé une étude en 2008 qu'on a repris aussi en 2010 sur les profils de formation de plus de 25 pays de la francophonie pour mieux comprendre la situation. Alors, quelques éléments qui sont ressortis de cette étude. L'état de la profession n'est pas uniforme à travers le monde. Même l'appellation infirmière n'a pas la même signification partout dans le monde francophone. La formation diffère, le niveau de scolarité, le contenu de la formation. La prestation des soins infirmiers est réglementée dans tous les pays, mais le champ d'exercice, le degré d'autonomie, l'organisation collective, les conditions de travail et la force de représentation politique est très variable. Et dans la mesure où la profession d'infirmière est généralement à prédominance féminine, des problèmes de statut peuvent, dans certains pays, être liés à des aspects de discrimination sexiste.
Dans les besoins de formation, je vais revenir un petit peu sur la mobilité de la main-d'œuvre, mais pour l'aborder, les craintes des pays en développement, c'est que les ressources les mieux formées se déplacent vers le nord, tandis que les craintes des pays développés, c'est la normalisation des compétences ayant pour effet de diminuer les exigences d'entrée dans les professions de la santé. Alors, je vous ramène, lorsque je vous parlais des accords ARM et des accords de Bologne, c'est à ça qu'on fait aussi référence ici. Alors, des politiques de formation cohérentes, servant à la fois le nord et le sud, centrées sur les besoins de santé des malades, sont plus qu'urgentes. On va le voir un petit peu plus tard, le CDF s'est vraiment intéressé à ce problème de manière prioritaire. Alors, le rôle du CDF dans ce dossier de formation des infirmières, c'est un rôle de levier de positionnement. Alors, le CDF a suite au rapport sur les profils de formation, le CDF a rédigé un mémoire sur la formation des infirmières qui a été publié en 2011, où on fait vraiment une revue très exhaustive de la situation des pays francophones et on regarde les grandes tendances internationales et on fait des recommandations qui nous ont amenés à proposer le rehaussement de la formation initiale des infirmières au niveau universitaire pour toutes les infirmières. Le CDF, c'est un levier de prise de conscience. C'est ce qu'on appelle, pour parler chinois, le whistleblower. On fait beaucoup de représentations, de revendications. On essaie d'expliquer l'importance de bien former les infirmières. Je vais vous donner des exemples concrets tout à l'heure. Et c'est aussi un levier, bien entendu, de développement de la pratique infirmière, puisqu'on fait la promotion des meilleures pratiques possibles pour améliorer la qualité des soins et des services aux populations. Alors, des exemples concrets du rôle du CDF. Alors, le CDF est une organisation accréditée auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, à toutes les conférences des OING, le CDF fait des représentations. Donc, on a préparé différents mémoires, différents dépôts de réflexion, toujours pour intéresser les pays membres de la francophonie sur l'importance de la formation des infirmières. Et on positionne l'infirmière comme un des éléments de développement, puisque la santé est essentielle pour le développement durable des populations et que tous les pays d'Afrique francophone ont fait une réforme de leur système de santé sur les soins de santé primaire, dont l'infirmière est la porte d'accès. Une autre chose, c'est que le CDF travaille à vraiment développer une alliance stratégique avec l'Agence universitaire de la francophonie et l'Unité de santé internationale de l'Université de Montréal pour faire la promotion du développement d'une filière universitaire de premier, deuxième et troisième cycle en sciences infirmières pour l'Afrique francophone. Et on travaille très fort, on fait une vigie d'opportunité et on encadre et on promouvoit, j'espère que ça se dit bien, le développement d'une telle filière pour nos collègues du Sud. En résumé, le CDF a la profonde conviction que plus le terreau de l'action et de la mise en réseau de la société civile à l'échelle de la francophonie sera riche et diversifié, plus la francophonie institutionnelle sera dynamique, crédible et forte. Et le CDF souhaite vraiment s'engager dans cette direction-là. On arrive à la deuxième partie. Alors, ça va bien. Le CDF, sa contribution pour la communauté infirmière. Alors, je vais vous inviter, je vous ai mis dans vos pochettes une grille d'évaluation. C'est vraiment le cadre dans lequel le conseil d'administration revient à chaque fois qu'il prend des décisions sur ses actions politiques, sur ses dossiers, sur ses projets. Alors, ce que le CDF souhaite faire, c'est créer une communauté de professionnels qui puissent bénéficier des grands acquis de la mondialisation, soit celui de pouvoir diffuser, de partager ses savoirs en français. Il veut faire entendre la voix des infirmières et infirmiers sur leur rôle dans le développement de la santé des populations et sur l'accessibilité aux soins tant au nord qu'au sud. Convaincre, ça je l'ai mis en gras, c'est pas innocent non plus, les organisations de développement international et le plus grand nombre possible de décideurs de la francophonie de l'urgence d'investir dans la formation pour que les infirmières et les infirmiers puissent répondre avec encore plus d'efficacité aux besoins de santé des populations qu'ils desservent. L'équité dans l'accès à la formation requise en est un corollaire. Et démontrer que la mise en réseau à l'échelle mondiale est accessible et qu'elle est un levier de conscience collective bénéfique à la construction d'un ordre mondial plus équitable pour tous. Alors, c'est vraiment la grille. Je vais vous présenter le CDF et peut-être que pendant la période des questions, vous pourrez nous donner votre propre appréciation de la contribution du CDF à ces grands objectifs.
Alors peut-être pour vous donner un peu congé de ma voix, j'aimerais vous présenter un petit vidéo qui présente l'impact du CDF pour la communauté infirmière francophone. Là, juste que je ne sais pas si c'est moi qui... Bon. Le CDF, c'est un réseau de membres, des infirmières, des infirmiers francophones. C'est la promotion du savoir infirmier, c'est le partage des pratiques. Le CDF représente pour moi à la fois la science, la culture et même le développement. Pour la profession infirmière, c'est extrêmement important ce réseau. Pour moi, c'est un trésor. Nous n'étions pas ouverts au monde, mais grâce au CDF, nous avons eu l'ouverture au monde. L'échange, avoir la possibilité de pouvoir échanger avec nos collègues francophones à travers le monde. On est capable maintenant d'aller cogner aux grandes portes des grandes organisations internationales, comme l'Organisation internationale de la francophonie, et faire valoir les besoins des infirmières, les expliquer, les exprimer, et on est toutes légitimées pour le faire puisqu'on représente l'ensemble des membres de la francophonie. D'abord, le CDF en 10 ans, c'est un succès puisqu'il y a de plus en plus de membres, il y a de plus en plus de participants. Regardez dans les congrès, par exemple le dernier congrès, il y avait plus de 1400 personnes qui étaient réunies, toutes francophones. Si modestes que soient nos projets, ils sont extrêmement porteurs. Donc ça, j'en suis très fière qu'on n'ait pas oublié dans le partage du savoir nos collègues du Sud. Je vois que les infirmières s'organisent davantage en région, sous-région, en Afrique. C'est des choses qui n'existaient pas du tout. Et de plus en plus, le CDF acquiert une crédibilité au niveau, bien sûr, de la profession, mais au niveau aussi politique, de représentants des infirmières francophones dans le monde. Vous savez, dans un pays en émergence comme le nôtre, qui est le Liban, les infirmières ont un peu encore des complexes. C'est pas partout. La profession n'est pas tout à fait valorisée encore. Et ce CDF nous a permis vraiment de nous faire connaître et de savoir en fait que nous n'étions pas si misérables que ça, que nous étions quand même une profession assez développée, puisque nous avons aussi eu la chance d'obtenir un ordre des infirmières au Liban en l'an 2003. Et ça a été une très grande chose pour nous. On développe un savoir collectif. Dans le fond, on fait avancer les autres, mais en même temps, nous, quand d'autres nous posent des questions, ça nous fait aussi se remettre en question. Alors, le savoir devient collectif et je pense qu'on travaille à améliorer notre savoir de cette façon-là aussi. En Amérique du Nord, tout l'aspect anglophone de la recherche des données probantes, c'est facile, mais tout l'aspect francophone est un peu moins. Le CDF, ça a vraiment été un facteur, un vecteur là, de ressources francophones. Voilà, nous ne sommes plus enclavés comme nous étions avant. Et vous parlez du CDF aujourd'hui au Congo, personne n'ignore, que ce soit dans les rangs des hommes politiques, et des professionnels de la santé. Le CDF, c'est une organisation qui est bien connue et nous sommes la référence. On a besoin de participer à un réseau, on a besoin de cette solidarité-là et on a besoin d'être capable de partager si on veut que la profession d'infirmière avance et si on veut aussi que la santé des gens francophones, des pays francophones avance. Au-delà de réseau de partage, c'est un réseau de solidarité pour les infirmières, ce CDF. Et ça, c'est pour nous très important. Alors, le CDF, qu'est-ce que c'est? On a déjà quand même parcouru pas mal de choses sur le CDF, mais plus précisément. Alors, sa mission, ça n'est plus un secret pour vous, faciliter la mise en réseau de la communauté infirmière dans tout le monde francophone, de mettre en valeur le leadership infirmier et de promouvoir la contribution de la profession infirmière à la santé des populations.
Le CDF s'est doté d'une charte des valeurs. Ces 8 grands thèmes, vraiment, sont le cadre de référence sur lequel toutes les décisions du CDF sont basées. Humanisation des soins, excellence de la pratique clinique, engagement sociétal, mise en valeur de la contribution infirmière, solidarité professionnelle, équité d'accès à la formation et la recherche, partenariat interprofessionnel, usage de la langue française. Les priorités du CDF, consolidation de la mise en réseau d'experts internationaux sur la pratique clinique infirmière, agissant en partenariat avec les communautés face aux grands enjeux sanitaires mondiaux, notamment la qualité et la sécurité des soins, qui sera le grand dossier prioritaire du CDF, c'est l'enjeu politique du CDF pour les 3 prochaines années, en fait. Il y aura un grand point de chute, je vais y revenir en 2015 dans le cadre de notre Assemblée générale lors du Congrès mondial. Les maladies chroniques, santé mentale, santé des femmes, santé publique, formation infirmière, développement de la recherche en sciences infirmières en français, influence des politiques de santé, accès aux soins et les coûts des systèmes de santé. Alors, le CDF, son réseau, d'entrée, Mme Michaël-Jean disait que le CDF peut rejoindre près d'1 million d'infirmières et infirmiers à travers son réseau d'associations et d'institutions. En effet, le CDF regroupe autant de personnes. Ce sont des cliniciens, des chercheurs, des gestionnaires, des formatrices dans plus de 25 pays de la francophonie. On a des membres individuels, des associations professionnelles comme des ordres, des associations, des syndicats d'infirmières, institutions de santé et d'enseignement, donc les grandes facultés, des universités, des écoles, des CHU à travers le monde. Et je vous ai mis l'ensemble des pays où le CDF compte des membres. Le CDF a un réseau de membres très prestigieux, ses membres fondateurs et ses membres promoteurs, qui sont constitués de grands CHU, de l'ensemble des facultés de sciences infirmières ou d'écoles de sciences infirmières du Québec, également de l'unité de Lausanne en Suisse. Les membres fondateurs et promoteurs, outre une contribution financière, bien entendu, ils travaillent vraiment à la consolidation et au développement du CDF. Tous les projets sont soutenus et encadrés par nos membres fondateurs et promoteurs qui ont accepté de prêter leur notoriété à notre organisation vraiment pour être capables de s'enraciner au sein de la francophonie internationale. Au-delà de nos membres infirmiers, le CDF est également partenaire de grands réseaux mondiaux. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de nos partenariats au sein de la francophonie, la conférence des ONG, le réseau des associations professionnelles et nos collaborations avec l'Agence universitaire de la francophonie. Mais le CDF est également partenaire de Millennia 2025, qui est sous l'égide de l'UNESCO, qui est pour l'empowerment des femmes et l'utilisation de la télésanté. Le CDF collabore avec Médecins francophones du Canada parce que la collaboration interprofessionnelle est un aussi de nos objectifs prioritaires. Et on fait partie du collectif mondial L'Excision, parlons-en, pour l'éradication des mutilations génitales partout dans le monde. Le CDF, c'est des interventions publiques. Alors, on fait une veille stratégique. Ça, c'est très important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que pour nous, c'est très important de bien comprendre l'environnement, le contexte, les forces en place et de saisir les opportunités, de voir les défis et de travailler au positionnement de la profession infirmière et surtout de s'assurer que la voix des infirmières est entendue sur certains enjeux. Donc, le CDF prend des prises de position à caractère social et professionnel. Par exemple, on a une prise de position contre les mutilations génitales féminines, la formation infirmière à l'université. En fait, la formation infirmière découle de notre mémoire sur la formation, mais c'est surtout une déclaration de Genève qui a été adoptée lors de notre congrès à Genève en 2012, où l'ensemble de nos membres et en plus d'une centaine d'associations et d'organisations internationales a soutenu la position du CDF en faveur du rehaussement de la formation des infirmières. On a travaillé sur la prévention et le contrôle des infections, la promotion de la santé des femmes. Et le CDF fait aussi des publications. On essaie de faire des publications assez inédites. Donc, nos analyses, lorsque je vous parlais des profils de formation, c'est analyse et mise en contexte des profils de formation infirmière dans différents pays francophones, le mémoire sur la formation infirmière. Et on travaille actuellement avec le centre FERASI, qui est un centre de recherche sur l'administration des soins infirmiers, qui est constitué de l'ensemble des universités du Québec sur le dossier de la qualité des soins. Le CDF considère très important que les infirmières donnent leur opinion sur la qualité des soins, que
les indicateurs sensibles aux soins infirmiers soient reconnus et pris en compte dans les grandes décisions budgétaires qui se prennent actuellement. Donc, le CIDIEF travaille très fort à définir le portrait de la situation dans les pays de la francophonie. En termes de valorisation de la contribution des infirmières, le CIDIEF a mis sur pied ses prix reconnaissance, soit tous les 3 ans, 4 infirmières de travers le monde sont reconnues pour leur contribution exceptionnelle au développement de la pratique infirmière dans le monde. Le CIDIEF, c'est aussi des communications avec ses membres. Donc, on a un site Internet. Notre site se veut un peu un passeport international francophone. On souhaite que les gens qui viennent sur notre site puissent avoir accès à l'ensemble de l'information et des réseaux infirmiers de la francophonie. On a notre bulletin Savoir-Inf, dont je vous ai mis des exemplaires dans votre pochette. On a une infolettre. On a une vigie média hebdomadaire. Ça, c'est un peu notre contribution à la société civile, si je pourrais dire. On a plus de 3500 abonnés à notre vigie. À toutes les semaines, le CIDIEF publie de 10 à 20 liens ou informations qui est paru sur Internet complètement en français, qui sont d'intérêt pour la pratique infirmière de partout dans le monde. Si vous souhaitez recevoir la vigie, je vous invite à venir sur notre site et à vous abonner. C'est complètement gratuit et c'est fort apprécié par les membres. C'est une façon de rester très à l'affût de ce qui se passe partout dans le monde francophone en soins infirmiers. On est présent dans les médias sociaux et on héberge plusieurs publications en français et des événements de nos associations membres. En termes de collaboration Nord-Sud, parce que c'est un axe aussi stratégique du CIDIEF, alors le CIDIEF, je vous l'ai dit, collabore au développement de projets de filières universitaires en sciences infirmières en Afrique francophone. On finance des bibliothèques mobiles en soins infirmiers en français. Ça, c'est un projet du Conseil international des infirmières. Donc, ça constitue, c'est des malles, en fait, avec plein de documents en français, en soins infirmiers, des documents pertinents. Et le CIDIEF a financé déjà l'achat de ces malles qu'on distribue à nos membres. Donc, on en a déjà distribué 2, une en République démocratique du Congo dans le cadre de notre projet de renforcement des compétences et une des conditions pour recevoir du CIDIEF une bibliothèque mobile, c'est vraiment de s'assurer que c'est vraiment une bibliothèque où l'ensemble des infirmières puissent venir consulter des livres. Donc, c'est pas donné à une personne, mais vraiment à un réseau. Le CIDIEF collabore à la revue en ligne Développement et Santé. Ça, c'est une revue qui est entièrement dédiée à la pratique soignante en Afrique, la pratique médicale et infirmière. Le CIDIEF, il tient une chronique de soins infirmiers. On crée un fonds de soutien pour s'assurer de la participation des infirmières et des infirmiers du Sud dans nos grands congrès mondiaux triennaux. Ça, c'est très important. Pour nous, nos congrès, c'est vraiment le lieu, le rassemblement mondial. On ne pourrait pas tenir un congrès si nos collègues du Sud ne pourraient pas venir nous faire part de leurs projets, de leurs inquiétudes, de leurs réussites. Alors, c'est important qu'ils soient présents. Le CIDIEF tient à tous les 3 ans, essaie d'avoir une activité plus spécifique que sur le continent africain. Par exemple, en 2013, on a tenu notre assemblée et une journée d'études au Gabon. Et on en a parlé tout à l'heure, le CIDIEF a mené un projet de renforcement des compétences des infirmières accoucheuses de la clinique Ngaliema, qui était un des pays du monde qui a le plus haut taux de mortalité maternelle et infantile. C'est un pays post-crise, c'est un pays encore très instable, donc il y a beaucoup de travail à faire. Mais on a rencontré là une équipe d'infirmières qui était très motivée et qui a travaillé très fort pour arriver à une pratique infirmière qui est un peu plus conforme aux normes internationales. Et l'intérêt de ce projet-là, c'est que le projet est terminé. C'est sûr qu'on est toujours tributaire des subventions, des fonds qu'on reçoit, mais les infirmières font partie du réseau mondial du CIDIEF. Donc, on est constamment en lien avec elles, on leur échange des documents. Donc, elles n'ont pas été abandonnées après le projet, après la fin du projet. Alors, peut-être en image, quelques activités du CIDIEF sur le continent africain. Donc, vous avez notre projet de formation continue, des activités de formation qu'on donne à l'occasion. Vous avez deux inaugurations de bibliothèques mobiles, une au Gabon et l'autre en République démocratique du Congo. Oups! Le CIDIEF, il y a un rôle de diffusion et de partage des savoirs. Donc, on organise à tous les ans une journée qui est plus nationale, mais qui avec des conférenciers internationaux. Donc,
internationaux, pardon. Donc, la prochaine journée sera le 29 avril à Paris. Le thème sera le patient, famille, partenaire des soins en santé mentale. C'est une conférence internationale qui touche, bien entendu, la santé mentale. Mais le congrès, le CIDIEF, c'est aussi des congrès mondiaux triennaux. Alors, les congrès, permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous en parler. C'est vraiment le vaisseau amiral du CIDIEF. C'est l'illustration la plus éloquente de ce que c'est qu'un réseau mondial, mais c'est aussi la meilleure façon de vous expliquer ou de vous exprimer l'évolution du CIDIEF à travers le temps. Alors, dans nos congrès, le premier congrès était en 2000 à Montréal. Le thème était « Le savoir infirmier sans frontières ». Donc, on créait le réseau. C'était vraiment une prise de contact. Et aujourd'hui, je dirais que nos congrès ont évolué vers des prises de position à caractère plus politique. Alors, au début, on se rencontrait, on essayait de se comprendre, de définir l'importance de notre réseau, mais l'organisation a pris une certaine maturité et nos membres également. Nos assemblées générales sont vraiment le lieu qui conditionne les actions politiques du CIDIEF pour les prochaines années. Alors, un exemple, en 2009, déjà, les infirmières à Marrakech nous ont encore répété l'importance de la formation infirmière. Ce n'était pas seulement les infirmières du Sud qui étaient inquiètes du décalage entre leur formation et celle des infirmières du Nord, mais toutes les infirmières. L'Europe aussi était en plein dans le processus des accords de Bologne. Ils avaient beaucoup d'inquiétudes. Ils ont souhaité que le CIDIEF priorise ce dossier, chose qui a été faite, qui nous a amené en 2012 avec la publication de notre mémoire, l'adoption de la Déclaration de Genève, qui nous a permis vraiment une démarche politique internationale. On a obtenu l'appui formel de plus de 100 organisations à travers le monde, dont le Conseil international des infirmières, ça va plus de soi, mais également l'Agence de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, qui a délégué un de ses représentants pour venir prendre la parole à notre Assemblée générale et appuyer non seulement notre position, mais nous offrir leur collaboration pour le développement de la filière universitaire en Afrique francophone. Alors, c'est vraiment pour vous illustrer que le CIDIEF, les congrès du CIDIEF, c'est un rendez-vous professionnel, scientifique, mais aussi politique, parce qu'on tient toujours une assemblée générale et c'est vraiment le lieu où les grandes décisions se prennent, où c'est là où on parle des grands enjeux et que la profession puisse donner ses indications pour que le CIDIEF réponde à leurs aspirations. Alors, je ne pourrais pas terminer sans vous inviter à Montréal en 2015. Non seulement c'est près de chez vous, mais on va célébrer les 15 ans du CIDIEF et on est assez fiers de cette réussite-là parce que peut-être que vous le savez, mais peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est très difficile de réussir à créer un réseau international, de partir un réseau avec rien. Le seul financement du CIDIEF, c'est la part de ses membres. C'est donc un réseau qui a été créé par des infirmières, pour les infirmières, et d'avoir réussi à non seulement exister, mais également à occuper une place de choix et d'envie sur la scène internationale. Je pense que les infirmières francophones peuvent être très, très fières de cette réussite-là. Alors, je vous invite vraiment, je souhaite vraiment vous voir à Montréal en 2015. Le thème du congrès, des défis des maladies chroniques, un appel à l'expertise infirmière. Donc, vous voyez qu'on cherche toujours des thématiques qui sont d'actualité et vous serez très certainement très bien accueillis là-bas. Alors, pour terminer, permettez-moi de donner les dernières paroles à Federico Fellini. Le monde est une mosaïque de visions et chaque vision est capturée dans une langue. Chaque fois qu'une langue se perd, c'est une vision du monde qui disparaît. Merci. Si vous avez des questions, de vous présenter au micro, s'il vous plaît. Madame Salette, je vais vous répondre. Il fait noir dans la salle, non? Une neige, alors... Ça, c'est pour moi? Non, il n'est pas allumé. Ah, OK. Alors, Joël, à toi. Bonjour, madame. Donc, projetez.
Bonjour Joël Bedos. J'ai deux questions à vous poser. La première étant politique, la deuxième étant plutôt épistémologique. J'espère que je vais être capable de répondre. La première, c'est pourquoi l'absence de la francophonie canadienne dans votre organisme? C'est-à-dire, ici, je vois les partenaires, je note l'absence de l'Université de Moncton, l'Université d'Ottawa, de nos hôpitaux. Vous êtes un organisme international et vous êtes ici dans la francophonie canadienne. Comment expliquez-vous cela? Je vous remercie de votre question, ça me fait très plaisir. En fait, je vais vous retourner la question. Pourquoi faites-vous pas partie de ce grand réseau mondial? On a fait plusieurs fois des représentations, on vous a invité, on souhaiterait vraiment, parce que vous en faites partie, parce que, je vous l'ai dit, là, c'est plus une question de frontières ou de situation propre, c'est la francophonie, c'est un réseau d'infirmières, un réseau professionnel de langue française, et je serais heureuse que vous en soyez membre. J'espère que le message est entendu auprès des responsables des programmes ici. La deuxième question est épistémologique ou scientifique. Je suis absolument naïf et néophyte en ce qui concerne ce milieu-là. Je suis un homme de théâtre. Mais ce qui traverse votre présentation, c'est un certain discours réactionnaire. Et je comprends le contexte. Après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait s'organiser, partager les ressources entre les zones qui partagent cette belle langue française. Mais en même temps, vous me permettez de voir là je vais poser ma question comme ceci. Est-ce qu'il y a une volonté dans votre organisme de devenir aussi des producteurs de savoir? Parce que je vois à travers vos valeurs, vos objectifs, un souci de la langue française, de la création d'un réseau international, de la formation, qui est toujours un enjeu clé absolument. Mais il y a aussi cette autre couche qui fait en sorte que les métiers deviennent réellement autonomes au-delà de leur zone linguistique, c'est-à-dire ils produisent des modèles, ils deviennent des incubateurs d'un savoir. Est-ce qu'il y a encore, à ce jour, cette volonté chez vous? Et si oui, est-ce que c'est un objectif à court, moyen ou long terme? Je dirais que c'est un objectif qui sera jamais totalement atteint. Il faut toujours le garder. Alors, le CIDIEF, en fait, comme organisation, là, c'est 3 personnes et demie. Alors, c'est pas le CIDIEF qui va développer le savoir. Le rôle du CIDIEF, c'est de mettre ensemble les experts pour générer ce savoir, mais nous, c'est en français. Alors, on met toutes sortes de projets, parce que là, je n'en ai peut-être pas parlé très finement. Par exemple, on a un projet qui va probablement prendre forme d'ici quelques mois, où on veut développer ce que je vais appeler les wikis des soins infirmiers. On veut réunir des experts dans un domaine de soins infirmiers et on veut générer des savoirs un peu comme le Wikipédia. Bon, par exemple, ça va être sur les soins multiculturels. Ça pourrait être un exemple. Alors, c'est pas le CIDIEF qui développe le savoir, c'est ses experts dans son réseau. Nous, on veut créer les conditions qui vont permettre à ces connaissances-là, aux projets de recherche, aux chercheurs de venir diffuser leurs connaissances et de les partager. Et nous, on va tout faire pour comment on dit, là, pour les faire circuler à travers la francophonie pour que le plus grand nombre possible ait accès au savoir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Nos congrès sont aussi une forme de diffusion du savoir et de création des connaissances. Nous, on supporte des projets de recherche. Quand on fait nos dossiers à nous, c'est très alimenté par une démarche scientifique et on souhaite avoir des contenus qui vont permettre à la profession de se développer. Quand on fait la promotion de la formation universitaire dans ces 3 cycles, nous, ce qu'on dit, c'est que la recherche en sciences infirmières doit être soutenue, doit être financée, parce que c'est comme ça qu'on améliore les pratiques, qu'on les renouvelle, qu'on s'assure qu'on est toujours en train de répondre aux vrais besoins de la profession. Alors, c'est un peu le rôle du CIDIEF. Je vous remercie puis je vous félicite aussi parce que vous avez fait un travail monstre en très peu de temps. C'est ce qui est réellement d'exceptionnel à votre organisme. Donc, bravo, avec raison. Merci. Quelqu'un d'autre veut se présenter au micro? Alors, le temps que quelqu'un se dégêne, peut-être qu'on a vu dans tous les logos que l'université
d'Ottawa était absente, bien malheureusement, c'est de notre faute. Alors j'invite mes collègues Sylvie Corbeil, Denis Moreau, Bron à regarder la situation parce qu'on est toujours intéressé par vos congrès, mais peut-être que l'implication devrait être un petit peu plus grande. Mais chose certaine, alors moi et mes étudiantes seront à Montréal en 2015 pour parler de l'histoire des soins infirmiers. Alors Alors, bonjour, Mme Salette, c'est Dave, le directeur de l'École des sciences infirmières. Alors, bien, pour répondre à la question, je ne vous connais pas, mais à votre question, on a des professeurs à l'école qui sont membres du CDF et qui se présentent à leur congrès. Bien que l'école n'est pas membre du CDF, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer, mais, ouais, bien, écoutez, moi, j'ai un mandat qui dure 3 ans. Il y a eu des gens avant moi, il y en aura après moi, mais on a des professeurs qui sont membres et j'étais moi-même à la première conférence du CDF à Montréal en compagnie de Mme Ricard. Il y avait une table sur la santé mentale. Donc, je ne suis moi-même pas membre du CDF, mais après vous avoir entendu, je le serai. Ah, ben non. Ben, je le redeviendrai. Je le redeviendrai. Je vous ai oublié dans le déménagement de Montréal. D'accord? Non, mais écoutez, je vous chicane pas. Non, pas du tout. Mais c'est pour répondre aux questions. Alors, il faut comprendre que l'école ne force pas les professeurs à être membres du CDF, mais on a des professeurs qui se présentent à vos conférences. On en a plusieurs, d'ailleurs, qui sont allés au Maroc. Comme je vous ai dit, on est à Montréal. On a Cannes, Kofi ici, qui est très impliqué, comme vous le savez, et on est très fiers de l'avoir comme étudiant PhD chez nous. Donc, on va revoir les choses. Et puis, dans une prochaine conférence, vous aurez peut-être le logo de l'École des sciences infirmières sur votre page. Alors, sur le cercle des membres Absolument. Fondateurs et Ouais. je suis très contente de vous entendre. Je vais vous dire que l'intérêt d'un réseau mondial comme le nôtre, c'est certain que les individus ils ont leur place. Mais l'intérêt, la force, le dynamisme d'un réseau comme le nôtre repose sur ces associations et ces grandes institutions qui sont membres. Si on veut la développer, cette connaissance infirmière, ce savoir infirmier en français, il faut que les universités soient présentes. Il faut utiliser cette plateforme-là, il faut la faire vivre. Le CDF, c'est un outil qui est mis à votre portée. Alors, plus vous allez être présent, plus vous allez être dynamique, plus le CDF va rajouter. Et puis, on l'est. Oui, ben, j'en doute pas une minute. On fera ombrage à d'autres écoles. Alors... Par contre, je veux juste ajouter une dimension, c'est que on se rend compte que les institutions, surtout les institutions universitaires, de plus en plus utilisent leur compte, les en témoignent, parce que ça leur ouvre vraiment des tribunes, des alliances nouvelles avec d'autres institutions et des partenariats, même y compris au niveau de programmes de formation à développer ailleurs, ou encore des étudiants à ramener ici. Et vraiment, de plus en plus, ça se concrétise. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a un avantage, bien sûr, pour le CDF, et sa crédibilité, sa richesse au niveau de la production de savoir, mais aussi pour les institutions. Je pense qu'il y a des bénéfices vraiment qui se concrétisent de plus en plus. Vous en parlez avec d'autres universités. Oh, mais je les connais bien. Il me reste 3 mois de mandat, mais je communiquerai avec vous avant la fin du mandat pour concrétiser tout ça. Ah, vous avez le téléphone rouge, appelez-moi. Puis je vous connais. Mais j'aimerais ça rajouter quand même quelque chose, parce que quand je vous disais qu'il fallait bien comprendre le contexte, c'est bien le lire et bien le décoder pour bien se positionner. Au sein de la francophonie, le Canada francophone, c'est les leaders. Hein? Vous le savez, ça fait longtemps qu'on a des facultés de sciences infirmières ou des écoles de sciences infirmières. Notre profession est organisée, on a des leviers politiques, on a des grands syndicats et on a nos facultés de sciences infirmières. Quand on veut aller développer la formation infirmière en Afrique francophone, c'est le positionnement des universités du Canada, parce qu'en Europe, ils sont en train de se développer. Alors, cette expertise-là, on est des leaders. Puis, mais je le dis, là, je représente l'ensemble de la francophonie, mais il faut se dire les choses. Même l'Europe a les yeux tournés sur le Québec et le Canada francophone parce qu'ils ont besoin de notre expérience. C'est nous qui sommes un peu les relais, le moteur. Alors, il faut occuper la place pour la recherche, le développement des programmes. Alors, je vous ai dit que l'Europe était passée au LMD. Le L est en bonne voie, mais il est toujours menacé. Mais la maîtrise, le doctorat en sciences infirmières, c'est loin d'être un acquis. Eux, leur combat, il est là. Ça passe pas du tout la rampe. L'Europe ne veut rien savoir de la science infirmière. Alors, ils ont beaucoup à apprendre ici. Alors, il faut être présent. Il faut être dans un réseau. C'est à ça qui sert le réseau du CDF, c'est de mettre en lien toutes ces personnes pour créer une force, une synergie qui peut
de façon solidaire, faire développer les soins de meilleure qualité pour l'ensemble des populations. Sur ces sages paroles, merci beaucoup, Madame. Merci, merci. Oh, j'avais dit. Je vous remercie. Ah, bien, merci, Alors, merci. Bien, ça fait plus printemps que la température, n'est-ce pas? Merci. on met les dévolus sur la table. Merci beaucoup, Pilar. Merci Merci. infiniment. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, juste avant de traverser dans le lobby, nous aimerions remettre les bourses. Alors, les bourses du Collège des Chers, du CIRSEM et du CRCCF. C'est en 2011 que ces trois associations ont mis sur pied un généreux programme de bourses pour des étudiants de 2e et de 3e cycle inscrits dans un programme à l'Université d'Ottawa. Là où les recherches primées portent sur l'un ou l'autre aspect de l'histoire de la francophonie québécoise, canadienne et nord-américaine, sur les cultures et les sociétés qui l'ont tissée ou sur les questions entourant les enjeux de son développement. La recherche-création est aussi visée par ce programme. J'invite M. Martin Meunier, directeur du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités et titulaire de la chaire de recherche Québec, francophonie canadienne et mutation culturelle, à remettre les bourses. Merci. C'est un honneur pour moi de remplacer Anne Gilbert, qui ne pouvait être des nôtres aujourd'hui, pour remettre ces prix. C'est deux bourses que nous allouons depuis 4 ans, c'est-à-dire le CRCCF, le CIRSEM et le Collège des Chers de la francophonie de l'Université d'Ottawa. Alors, les deux bourses vont cette année à 2 étudiantes. La première, Madame Danielle, et je demanderai à cette dame de s'approcher si elle est là, Madame Danielle Mijon, étudiante à la maîtrise du département des géographies pour le projet des racines et des ailes, mobilité et appartenance dans les communautés francophones en milieu minoritaire. Son projet veut étudier la mobilité et les effets de l'attachement au lieu, le sentiment d'appartenance et l'identité collective dans les communautés francophones en situation minoritaire au Canada. L'étude sera notamment réalisée grâce aux données de l'enquête sur la vitalité des minorités de langue officielle effectuée par Statistique Canada en 2006. Madame Mijon, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il s'agit donc d'une... La deuxième récipiendaire est Ariane Brune-Delray, étudiante au doctorat au département de français pour le projet « Miser sur la double bonne distance, s'inscrire dans la littérature franco-canadienne post-identitaire ». Cette thèse postule que les œuvres littéraires franco-canadiennes, qui ont été consacrées depuis les années 90, sont parvenues à trouver la double bonne distance entre les voix particularistes et universalistes, tout en parvenant à s'adresser à 2 types de lecteurs, l'un endogène, l'autre exogène. Le corpus sera analysé au moyen de théories sémiotiques. Je demanderai donc à Ariane de venir pour chercher sa bourse au montant de 4 000 $. Félicitations. Félicitations à nos 2 récipiendaires et merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont... Il y a beaucoup de dossiers qui nous ont été remis cette année et nous encourageons tous et toutes à le faire dans les années futures puisque la bourse sera renouvelée l'an prochain. Je vous remercie.
Alors, merci Monsieur Meunier et félicitations aux récipiendaires. C'est ainsi que se termine la 7e édition de la Journée internationale de la francophonie. Au nom de tous les partenaires et bien entendu au nom du Collège des Chairs, nous vous invitons à prendre l'apéro dans le lobby. Merci.